Voilà, bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Premier événement de la Fabrique de l'Agilité, on est super content de vous avoir, si nombreux, là on est déjà plus de 60 connectés. Ça va être une matinée riche, j'espère que vous êtes bien réveillés, j'espère qu'aussi, enfin on est très très aussi content aussi que vous avez bah voilà, vous n'êtes pas sortis ce matin profiter de ce beau soleil pour passer ce moment avec nous. Avant de commencer la conférence, bah, je rappelle quelques bonnes pratiques. Alors, vous êtes habitués, hein, ça fait 15 mois que vous êtes enfermés à suivre des webinaires, mais malgré tout, on vous en rappelle de ces bonnes pratiques avec le question-réponse. Donc, on aime bien utiliser cet outil enfin, des webconférences Zoom qui permet en fait d'interagir pendant la conférence. Donc, utilisez le Q&A ou Q&R en fonction de la langue dans laquelle vous utilisez votre navigateur. En l'occurrence, l'objectif ici, c'est que vous posiez des questions aux conférenciers et puis que les conférenciers puissent vous répondre. Ils vont essayer de vous répondre, ces conférenciers, pas pendant qu'ils parlent, mais juste après leur conférence, donc pendant le temps du webinaire. Donc, n'hésitez pas, le but, c'est qu'on puisse voilà, avoir des échanges assez riches. Certaines questions seront, enfin, les conférenciers répondront pendant la conférence. D'autres, s'ils n'ont pas eu le temps de les prendre, on pourra les prendre aussi sur la table ronde à la fin de la conférence. Donc voilà, posez vos questions, soyez prolifiques. On a la possibilité pendant la table ronde, et je rappellerai tout à l'heure de vous donner la parole. Hein. Donc pour ça, il faudra lever la main. On activera votre micro et ensuite, je vous annoncerai que vous puissiez prendre la parole directement et poser vos questions aux participants. Toutes les questions, leurs réponses et la présentation qu'on va vous faire, y compris la vidéo, sont transmis par mail après la conférence. Donc, n'ayez pas peur si vous oubliez quelque chose ou si vous oubliez de noter, ça vous sera transmis après la conférence. Voilà pour les bonnes pratiques. Je vais donner la parole à Aline Spicher de la Fabrique de l'Agilité pour nous dire quelques mots d'introduction. Bienvenue, chère Aline, ça fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Voilà, bienvenue Aline, salut. Hello Christophe, bonjour à tous. Merci pour l'introduction. Donc, moi aussi, j'aimerais vous souhaiter à chacun la bienvenue. Pour nous, c'est un premier événement pour la Fabrique de l'Agilité. Et puis, j'aimerais remercier tout particulièrement Loïco, Christophe, Marie, toute l'équipe, Lolita, qui ont œuvré à ce que ce soit possible. Donc, ma tâche, elle est très facile ce matin, c'est de vous accueillir, vous dire qu'on est content de vous avoir autant. Et puis, merci pour l'organisation. Tu peux passer le slide suivant, volontiers, Christophe. Le déroulement de l'événement, donc on aura d'abord Manon qui va nous parler, ensuite on aura les hôpitaux Université de Louvain, donc à sujet, Caritas, ensuite Écoservice et finalement on terminera par la table ronde. Tu peux aussi y aller, je crois que chacun se présentera au fur et à mesure. Là aussi, peut-être Christophe, je crois qu'il manque ma slide. C'est pas grave. Je vous parle de en tant que fabrique de l'agilité. En fait, l'idée, c'était de vous parler juste en deux mots de ce qu'on fait. Et la fabrique de l'agilité, le but, c'est de concevoir un réseau interentreprises et puis de le faire vivre. Donc, surtout de le faire vivre. Donc, on réunit des entreprises, on partage, on récolte des bonnes pratiques, dont en matière d'agilité organisationnelle. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est pour partager tout ça. C'est une première idée de ce que fait la fabrique de l'agilité. Et puis, entre Manon, qui est notre aide, on va dire, scientifique au niveau de la HEIG, et nous, le comité de la fabrique de l'agilité, on est vraiment dispo pour répondre à vos questions à la fin, que ce soit par LinkedIn ou bien directement je pense que vous aurez toutes nos coordonnées à la fin. Donc, voilà, plus on sera en Suisse romande, plus on aura un réseau fort et mieux, je pense qu'on a vraiment des choses à apprendre les uns des autres. Donc, je vous encourage à me contacter, à contacter Manon à la fin de la présentation si tout ça vous a intéressé. Voilà. Et puis je te repasse la parole, Christophe. Merci, chère Aline. Puis, ce n'était pas pour tester ton agilité hein, que la slide a disparu. Désolé pour ça. En tout cas, un grand merci pour tes mots, chère Aline. On se réjouit de t'avoir tout à l'heure. Peut-être je passe la parole maintenant à Manon pour sa conférence. Et puis tout à l'heure, je reprendrai la main, évidemment, pour vous présenter les futurs intervenants. Chère Manon, la parole est à toi. Super, merci beaucoup Christophe. Vous voyez sur votre écran un petit sondage qui s'affiche. Ça nous permet de sonder un tout petit peu qui est autour de la table avec nous. Donc, on vous invite à y répondre rapidement, votre profil, c'est-à-dire le genre, et puis votre domaine d'activité, savoir si vous êtes un professionnel ou plutôt du domaine académique.
C'est riche pour nous de le savoir. Mais le propos ici pour moi aujourd'hui, ça ne va pas être de parler de la fabrique de l'agilité, mais plus de définir ce que c'est l'agilité. Donc, je vais juste voir si j'ai la main sur la présentation. Est-ce que ça va pas être le cas? Donc, Christophe, je te demanderai de bouger les slides. Donc, ma tâche ce matin, ça va être de vous définir l'agilité et ensuite vous partager le résultat d'une enquête que nous avons menée avec l'équipe de la Haute École de Gestion auprès d'entreprises entre la première et deuxième vague Covid. Tout d'abord, l'agilité. L'agilité, on peut la définir selon 4 dimensions. Et donc, la première, ce serait l'agilité opérationnelle. L'agilité opérationnelle se déroule au niveau plutôt de l'équipe ou des équipes, mais c'est vraiment dans la pratique de la réalisation de l'activité que vit l'agilité opérationnelle. Cette agilité opérationnelle, elle est issue des méthodologies de gestion de projet agile venues du monde informatique. Donc, on voit ici Scrum, Extreme Programming, ces 2 méthodologies de gestion de projet agile. Il y en a d'autres. En tout cas, comment se vit l'agilité opérationnelle? C'est que dans l'équipe, il y a une forte collaboration. On a des profils différents qui travaillent ensemble pour réaliser une tâche commune. Et puis, ils vivent l'agilité en étant dans des formes itératives de production et en se confrontant très rapidement au terrain. L'idée, c'est de ne pas planifier et puis d'essayer d'avoir la solution parfaite, mais de tout de suite se confronter au terrain, de tester et d'apprendre. Et ça, c'est l'agilité opérationnelle. Cette agilité opérationnelle, comme j'ai dit, elle a été popularisée en fait par les méthodologies de gestion de projet agile et au fur et à mesure du temps, elle s'est aussi finalement transmise à l'ensemble de l'organisation et c'est là que finalement se développent des concepts d'agilité organisationnelle. Cette fois, tu peux afficher Christophe, merci. Donc l'agilité organisationnelle, c'est la deuxième dimension. C'est tout ce qui concerne finalement la gouvernance, c'est-à-dire qui fait quoi dans l'organisation, comment se coordonne l'activité et surtout qui décide de quoi, à quel échelon et comment. Finalement, c'est vivre la culture agile, c'est-à-dire ce fait de s'adapter rapidement, d'être dans peut-être une vision sur du long terme, mais une adaptation sur du court terme, et cette culture collaborative dans l'organisation à l'échelle de l'ensemble de l'organisation. Et cette agilité organisationnelle, en fait, elle est fortement liée à l'agilité stratégique, et là, tu peux afficher, Christophe, qui donc est en fait c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est d'avoir finalement l'agilité stratégique, une vision sur du long terme, mais s'adapter sur du court terme. Et pour cela, en fait, ça demande vraiment d'être en lien avec l'environnement. L'agilité stratégique, c'est de pouvoir être dans une capacité d'adaptation face aux contraintes de son environnement. Et ces 3 agilités, elles sont voilà, interdépendantes, mais surtout ne vivraient pas sans la dernière, qui est l'agilité comportementale, qui est finalement la base qui fait que ça peut se vivre si nous n'avons pas des individus qui sont capables dans une organisation de faire preuve d'anticipation, de collaboration et voilà, d'être dans cette idée d'innovation, amélioration continue. C'est compliqué pour voilà, la structure d'être agile en tant que telle. Donc, ces 4 formes d'agilité, elles sont interdépendantes et puis on peut voir qu'il y a certaines choses qui peuvent… donc, tu peux afficher la suite, Christophe. On a en fait plusieurs choses qu'on peut faire pour pouvoir les faire vivre. Donc, au niveau de l'agilité opérationnelle, mais dans son ensemble, on a l'importance de la coopération dans les équipes. L'idée aussi pour être dans une agilité organisationnelle, c'est l'importance de faire évoluer les processus vers une simplicité pour permettre une prise de décision rapide. C'est l'agilité organisationnelle qui va permettre de pouvoir assurer une pérennité au changement et de pouvoir la stabiliser dans le temps. Et puis, donc, il y a une importance de suivre les évolutions du contexte, c'est-à-dire autant au niveau réglementaire que des évolutions du marché. Et finalement, au niveau comportemental, on voit qu'on a des leaders en place qui sont plutôt dans une forme de guide que de contrôle et qui en soutien en fait à leurs équipes. Et on est dans une forme de leadership, en soutien, une délégation inversée plutôt qu'un leadership directionnel. Donc ça, c'était pour l'agilité. On voulait aujourd'hui, dans ce webinaire, axer principalement sur l'agilité opérationnelle.
On va voir comment finalement elles sont toutes interdépendantes au travers des témoignages qu'on va recevoir par la suite. Et puis, tu peux passer au prochain slide pour que je vous partage un tout petit peu des grands apprentissages que nous avons eus suite à cette enquête que nous avons menée. Donc, vous pouvez retrouver le résultat de l'enquête dans un article qui est paru dans HR Today. J'ai mis la source en haut. Nous avons fait une enquête auprès de 18 organisations durant l'été 2020. Donc, ces organisations, on les a interviewées parce qu'on savait qu'il y avait des pratiques agiles ou une forme d'agilité vécue dans l'organisation. Mais évidemment, elles avaient toutes déjà des tailles, mais aussi des niveaux d'agilité différentes. Mais les grandes tendances qu'on a pu voir sont les suivantes. Tout d'abord, on a vu que, tu peux afficher, merci Christophe, en fait, ces organisations, durant la crise Covid, se sont vraiment recentrées sur leur raison d'être. Donc, que ce soit dans le domaine public ou privé, ça a été marquant pour toutes et qu'il y a eu une grande coopération avec les parties prenantes, que ce soit les clients, les partenaires, pour en fait réaliser cette raison d'être. Et on a vu qu'en fait, ces organisations se sont quelque part, celles qui avaient déjà une forme d'agilité, se sont entre guillemets mieux sorties parce que cette raison d'être, elle est déjà en fait, elle fait déjà partie dans la manière de fonctionner, elle est déjà au centre des préoccupations. Et qu'en plus de ça, il y a eu en fait une forme d'anticipation de cette crise. Elles n'ont pas attendu la mi-mars pour réagir, mais déjà à début de l'année 2020, elles étaient réactives. Ensuite, deuxième dimension qu'on a vue qui était forte, qui est une des caractéristiques des organisations agiles, c'est que ces organisations, elles mettent au centre les personnes, le lien, en favorisant finalement une culture de la confiance et en permettant aux personnes d'être impliquées et de s'engager, en leur offrant une plus grande autonomie, une responsabilisation. Et ça a permis en fait de faciliter le passage au télétravail, d'une part, parce que les rapports de confiance étaient déjà importants. Bon, certaines, elles avaient aussi déjà une expérience importante du télétravail, donc c'était pas si compliqué, mais pour celles que c'était moins le cas, en fait, la culture de la confiance et de l'engagement a permis de faire face à ça de manière plus facile. Et puis aussi, ce qu'on voit, c'est que la façon dont a été gérée la crise a aussi été vécue en confiance, malgré le fait que, on était peut-être dans des modes un petit peu plus autoritaires par l'urgence de la situation et le fait que ça devait être quelques personnes qui prenaient des décisions de manière rapide. C'est peut-être pas tout à fait dans ces organisations la culture qui est plutôt participative, et puis dans la consultation, mais la confiance était vraiment présente auprès des dirigeants en place et puis aussi toutes les parties prenantes qui devaient agir à chacun à son échelle pour réaliser cette activité. Et puis la dernière chose qu'on a constatée, c'est que autour de la dernière dimension des organisations qui font preuve d'agilité, c'est l'aspect de l'action. Si tu peux afficher. Super, merci. Donc, une dimension importante des organisations agiles, c'est qu'elles ont une capacité d'action et de se mettre en action rapidement. Donc, ce qu'on a vu, c'est que finalement, pour celles qui avaient déjà une facilité à déployer l'action de manière rapide, elles se sont adaptées et puis elles ont pu créer des nouveaux services ou des nouveaux produits. Et puis, il y en a celles qui étaient un tout petit peu moins avancées sur cet échelon-là. Et c'est peut-être là que la crise sanitaire a été un vrai vecteur d'accélération de l'agilité. C'est que la crise a poussé à simplifier des processus administratifs, à prendre des décisions plus rapidement ou pour faciliter l'action. Et puis, des projets, surtout en lien avec la digitalisation, ont été mis en place de façon rapide, alors que ça aurait pu prendre quelques mois, voire quelques années dans un contexte normal. Donc, ce qu'on voit finalement en conclusion, c'est que donc elles avaient tout un niveau un peu différent d'implication au niveau du sens du lien de l'action, mais elles ont en fait pu affronter cette crise de manière plus sereine parce qu'elles avaient en fait déjà un focus sur leur raison d'être ou un engagement important, une confiance qui régnait et puis une facilité d'action. Et c'est ce qui a permis en fait à ces organisations de mieux s'en sortir. Donc, je te repasse la parole, Christophe, et merci. Je suis à disposition tout à l'heure pour vos questions. Merci, cher Manon, c'est super intéressant et qui permet également de placer dans un contexte les interventions du terrain qui vont arriver maintenant. On s'en réjouit d'ailleurs. S'il y a un organisme qui avait été au cœur de cette crise
ces derniers mois, c'est bien les HUG. J'accueille David et Lolita. Ça fait un grand plaisir de vous accueillir ce matin. Vous partagiez votre vision de l'agilité en temps de crise au sein d'une des institutions les plus touchées, les plus centrales, c'est-à-dire les HUG. David et Lolita, je vous vois, je vous entends. Je crois que vous pouvez partager, vous voulez partager aussi votre écran directement, hein, je crois, pour faire votre présentation. Oui. N'hésitez pas à le faire. La parole est à vous et on voit bien votre écran. Voilà. Merci beaucoup et à tout de suite. Voilà, merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Donc Lolita et moi avons le plaisir de partager un retour d'expérience sur la gestion de la crise sanitaire aux hôpitaux universitaires de Genève sous deux points de vue complémentaires. Le premier, en fait, au travers du dispositif de gestion de crise auquel j'ai contribué, et le deuxième, au travers en fait du point de vue de Lolita embarqué dans les formations sur le terrain. Dia suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, en fait, au cours de ces crises, nous avons été amenés à nous adapter de manière extrêmement rapide pour faire face à la situation. À la première vague, nous avons effectivement dû transformer l'hôpital en l'espace de 3 semaines, avec transformation des blocs opératoires pour accueillir les patients. Et la deuxième vague, nous avons eu un flux plus important de patients atteints de Covid, tout en maintenant la gestion en fait, et les traitements des patients non Covid. Deuxième point que je voudrais partager avec vous, qui est la mise en place de circuits courts de décision. Nous avons eu en place une organisation de crise qui était composée en fait de cellules complémentaires qui étaient coordonnées avec des séances courtes debout le matin. Et nous avons dû faire face à plein de situations totalement nouvelles que nous ne savions pas gérer. Et donc, nous avons créé une cellule solution qui a regroupé en fait les cadres en fait les directeurs des fonctions support, et nous voyons tous les 2 jours pour traiter les situations nouvelles. Par exemple, en fait, toutes les situations en fait d'accompagnement des collaborateurs, des collaboratrices qui étaient soumis à très forte pression. Et puis aussi, comment arriver en fait à maintenir les visites, en particulier pendant la vague 2, pour que les familles puissent consulter, puissent voir les patients. Ensuite, nous avons effectivement été très orientés besoins essentiels, avec une hyper-focalisation, comme vous l'imaginez, sur une seule priorité qui était effectivement de traiter la situation de crise, et de ceci de manière complètement itérative. Je vais vous donner un exemple sur lequel effectivement j'ai pu travailler de manière extrêmement forte pendant la première vague, qui était tout ce qui est la question des tableaux de bord de pilotage de crise. L'enjeu principal, en fait, c'est d'avoir des données qui soient fiables, qui soient mises à jour rapidement sur le nombre de patients atteints de Covid avec les différents types de soins. Donc, nous avions un système d'information qui était complet, mais qui n'adressait pas la situation Covid. Donc, nous avons commencé par des fichiers Excel dans les unités avec des saisies manuelles. Et très rapidement, le système d'information a été adapté pour prendre en compte les besoins Covid, et ceci de manière itérative, avec des livraisons au départ qui étaient tous les 3 jours, après toutes les semaines. Et nous avons eu, en fait, en fin de vague, au début de vague 2, des séries de tableaux de bord tout à fait performants qui permettent à la fois de suivre la situation et de donner des pronostics sur l'évolution future. Nous avons aussi mis en place des simplifications administratives pour faciliter le recrutement, et puis pour faciliter aussi et accélérer les achats pour tout ce qui était nécessaire pour la gestion de la crise. Enfin, à noter un aspect de solidarité avec une très forte mobilisation et responsabilisation des collaborateurs et collaboratrices, et puis aussi un sujet qui était très intéressant et puis nouveau, c'était le degré en fait, de coopération avec les cliniques, sachant que les cliniques ont pu accueillir tous les patients non Covid pendant la crise, pendant que nous nous focalisions sur le traitement des patients atteints de Covid. Donc, quand on regarde en fait cette situation, c'est effectivement une situation qui est vraiment le signe de l'agilité. J'ai bien aimé la dia de Manon, et on trouve plusieurs points communs qu'il y avait par rapport à cette agilité. Et préciser que en fait, tout n'a pas été parfait. Nous avons aussi eu des difficultés. Je vais prendre comme exemple en fait la circulation d'informations au sein de l'entreprise, où nous avons misé en fait sur le site intranet et sur les membres des cellules de crise. Mais en fait, ça n'a pas suffi parce qu'il y avait un volume d'informations qui était juste incroyable. Et donc, nous sommes en train effectivement d'ajuster et de développer en fait des flux d'informations qui soient plus complémentaires à travers les cadres de proximité, donc les 1200 cadres de proximité
l'agilité en donnant un kit d'informations qui soit personnalisé pour avoir une information qui soit mise en contexte pour le terrain. Donc, agilité, il y a eu, mais en même temps, c'est une agilité qui est contrainte. Je dirais contrainte dans le sens qu'elle a été imposée par les circonstances. Et donc, en fait, la question maintenant, c'est effectivement comment on arrive à plus à l'intégrer. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il y a une prise de conscience vraiment au niveau des HUG qu'en fait, on pouvait le faire. Sachant qu'on est une institution qui a un certain poids administratif avec également des présences de silos. Et donc ça, c'était très intéressant. Et puis, les retours d'expérience qu'il y a eu en fait, auprès des équipes, c'est une volonté en fait, de maintenir cette agilité, de la renforcer avec une capacité de trouver des solutions pour rapidement. Et donc maintenant, l'enjeu, effectivement, c'est, on commence un nouveau projet stratégique qui vise en fait de passer d'un stade d'une agilité contrainte, éphémère et sous stress, parce que c'était extrêmement éprouvant et stressant, et de passer à une agilité qui soit voulue, durable et adoptée plus sereinement. Et ça, c'est tous les enjeux, effectivement, des mois et années qui viennent devant nous pour pouvoir traiter ces nouvelles situations. J'ai le plaisir de passer la parole maintenant à Lolita pour la partie autre expérience. Merci David. Donc, moi, je me situais en tant que chargée de formation dans un site un petit peu excentré de l'hôpital, puisqu'on se trouve à Belle-Île, et j'ai une image très forte de ce moment, c'est que je me retrouve dans une salle de cours avec l'ensemble de mes collègues chargés de formation, et le directeur du centre arrive, s'assoit et nous annonce que nous mettons la clé sous la porte, nous fermons le centre de formation, puisque nous passons en état de crise, et il a été décidé que la formation était évidemment pas la mission principale pendant cette crise, et surtout, tous les dispositifs présentiels ne sont plus du tout adaptés aux besoins. Donc, je me retrouve ce jour-là avec une incertitude totale de qu'est-ce que va être mon travail dès le lendemain, avec la possibilité finalement, avec mon passé et ma formation initiale, de soit me retrouver au lit du patient avec ce type d'outils en bas à gauche, soit potentiellement de rester au centre de formation puisque j'ai réalisé des spécialisations en formation digitale, donc de passer plutôt sur ce type d'outils-là. Donc, ce jour-là, effectivement, il est décidé de renvoyer une partie de l'équipe à la maison, soit de les réattribuer à des missions de l'hôpital dont a parlé par exemple David, ou alors de rester sur le pont au niveau du centre de formation, mais pour transformer complètement l'offre, pas dans une visée de développement de compétences durables, mais bien pour faire face à la crise, notamment avec le rappel des gens qui étaient à la retraite, des gens qui ont subi des mobilités contraintes, de partir de la pédiatrie pour se retrouver par exemple aux urgences adultes, etc. Donc, ils ont fait le choix de me mettre au niveau de l'opérationnel sur la digitalisation de la formation. Et vis-à-vis de l'agilité, pour moi, il y a eu plusieurs axes qui ont été importants pendant ces deux crises et qu'on essaye de poursuivre. Mais évidemment, comme l'a dit David, il y a une grande dichotomie en cette agilité contrainte et puis celle qu'on essaye de mettre dans une perspective plus durable, puisqu'on a tendance à revenir dans ce qui paraissait une zone de confort, bien que je la questionne. Et l'ensemble de ces axes se retrouve sur le principe de simplification, puisque l'idée finalement, c'était de se dire il faut se concentrer sur l'essentiel. Donc, tous les flonflons habituels, que ce soit d'un point de vue contrôle, processus décisionnel, ou de se dire qu'on veut délivrer un produit qui soit parfait, tout ça, on ne peut plus se le permettre. Donc, le premier élément d'un point de vue agilité, c'est que c'est vrai que sur les processus d'achat, c'est relativement complexe pour déclencher les budgets, trouver les fournisseurs, etc. Et là, finalement, ce que j'ai vécu, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. En tant qu'experte, j'allais avec mon besoin de matériel ou de compétences. Et finalement, dans la journée, j'obtenais ce que j'avais tenté d'obtenir les 6 mois précédents. Au niveau des partenariats également, ça a été très fort puisqu'on a collaboré, je citerai par exemple l'HEDS, l'école de Troichet, l'IMAD, pour vraiment que chacun puisse mettre à disposition l'ensemble des ressources qu'ils avaient, et notamment puisqu'on avait un enjeu de donner accès à l'information sur des thématiques de prise en soins particulières, notamment la prise en charge respiratoire. On s'est dit, mais c'est bête de réinventer la roue, capitalisons sur ce que fait par exemple l'école en soins infirmiers. Et c'est vrai que souvent, ces dimensions de partenariat hors crise, c'est des choses qui prennent longtemps, qui sont discutées en direction. Et ce jour-là, a été décidé que tout le monde mettait à disposition l'ensemble de ses
contenu et que le seul principe qu'on demandait, c'était que le logo de toutes les organisations partenaires figure sur la plateforme digitale qui était mise à disposition, mais il n'y avait plus de besoin de contrôler ou de dire « tu m'as donné ça, donc je dois te rendre ça ». Le troisième élément, ça a été sur les besoins. Je me suis retrouvée un peu entre le marteau et l'enclume dans le sens où j'avais les besoins en formation digitale exprimés par les directions, notamment les directions de soins et médicales, et qui faisaient un petit peu, qui donnaient la vision et le tempo par rapport à ma propre direction. Mais j'étais aussi en contact étroit avec le terrain puisque j'ai dû collaborer avec les experts métiers. On s'est retrouvés notamment dans les box de soins intensifs pour tourner des vidéos. Et moi, j'avais finalement les besoins qui remontaient du terrain, où j'avais des chargés d'encadrement qui me disaient « mais nous, les infirmières, elles ont besoin de savoir ça. Le reste, on en a moins besoin, ça sera plus tard ». Donc, il fallait pouvoir prioriser entre l'ensemble de ces besoins et travailler avec le top, mais aussi les gens de terrain. Le quatrième élément, ça a été les itérations. On a pris le parti de délivrer des produits qui n'étaient pas tout beaux, qui n'étaient pas tout propres, qui n'étaient pas parfaits, mais ils fonctionnaient et ils étaient surtout utiles pour les gens qui allaient prendre en soin les patients. Donc, on a fonctionné vraiment avec des phases d'itération sur une plateforme digitale et au total, on a créé 57 micro-learning. Alors, évidemment, vous imaginez bien qu'au bout du 57e, on a un effet patchwork de la plateforme, mais ce n'était pas grave. On a pu en fait alimenter cette plateforme de manière quotidienne. Puis après les vagues, on a commencé à se dire, OK, comment on peut mieux organiser ça? Le sixième principe, ça a été la curation. C'est-à-dire que on ne voulait pas, on n'avait plus besoin de se dire c'est forcément un contenu qui est créé par les HUG. Il y a des choses qui peuvent être déjà utilisées soit avec nos partenaires, soit qu'on peut trouver sur le web, puisqu'il y a beaucoup d'autres hôpitaux universitaires qui ont aussi fait des créations et qu'on pouvait réutiliser. Et finalement, on avait envie de se dire, un poumon qui soit au CHUV, au Hugues ou à l'étranger, il fonctionne de la même manière. Donc, capitalisons sur l'existant et recherchons, créons ce qui nous manque. Et puis, le dernier principe, ça a été les accès, où on a un irritant majeur chez nous sur l'accès à l'information, l'accès à la formation. Et là, il a été décidé de faire sauter tous les verrous des accès, c'est-à-dire qu'on a fait une plateforme qui était accessible via un lien ou un QR code qu'on a largement diffusé sur les réseaux, ce qui a fait qu'on a différents organismes de santé de Suisse qui nous ont contactés pour nous remercier d'avoir fait cette plateforme, mais aussi des gens, par exemple, d'Afrique qui nous demandaient s'ils avaient le droit d'utiliser, et c'était vraiment l'objectif, c'était finalement peu importe les personnes, si c'était utile, qu'ils puissent consommer l'information. Et puis pour terminer, parce qu'il reste 1 minute, je vous mets juste quelques photos illustratives de ce qu'a été mon quotidien pendant ces 2 vagues. Donc, par exemple, ici, vous vous retrouvez dans un bloc opératoire qui n'était plus utilisé puisqu'il n'y avait plus d'opérations électives, où nous sommes en train de filmer une procédure d'intubation, d'extubation d'un patient Covid, puisque c'était une procédure qui n'existait pas, alors que tous les médecins devaient être en capacité de réaliser la procédure si besoin. Ici, on est aux soins intensifs pour apprendre à retourner les patients en décubitus ventrale, donc sur le ventre. À cette époque-là, c'était les premiers jours de la vague. Donc, je suis avec une caméra que je qualifie de familiale, avec un iPhone d'un autre côté. Et puis, petit à petit, on a pu s'équiper. On se retrouve en deuxième vague, finalement, avec une vraie équipe de tournage. Et on améliore finalement la manière de faire et on est beaucoup plus rapide et bien sûr plus efficace et le produit est de meilleure qualité. Et on se retrouve sur le terrain comme ça à filmer et puis finalement à se retrouver après au bureau à faire du montage et à travailler sur 3 ordinateurs pour lancer un export de vidéo et continuer la production pour gagner en rapidité. Voilà. Merci, merci beaucoup Lolita et David, super inspirant, en tout cas bravo pour ce que vous avez fait pendant ces mois de crise. On va vous retrouver tout à l'heure sur la table ronde évidemment parce qu'il y aura des liens intéressants à faire entre les plus petites organisations, les plus grandes, puis voir comment l'agilité se vit. On va repartager, je repartage mon écran pour introduire, en vous le disant à tout à l'heure David et Lolita, je vais introduire Eleonore Chevilla. Elle travaille chez Caritas Neuchâtel qui est dans une pleine phase de transformation en termes d'agilité organisationnelle. Et puis Eleonore va nous donner son feedback sur cette transformation, ce que ça a apporté, et puis comment est-ce qu'ils vivent aujourd'hui l'agilité. Eleonore, la parole est à toi. Et puis Merci Christophe. pas de me
me Vous dire. m'entendez? Très, très bien, Léonore, très, très bien. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Éléonore Chevillard, je travaille à Caritas depuis 8 ans à peu près. J'ai un rôle de responsable des finances. Et je suis aussi historienne de la mise en place de la gouvernance distribuée à Caritas, d'où ma présence aussi ici pour parler de tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas notre institution, on est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. On est une organisation privée, donc, et on œuvre dans des domaines d'activité très variés, de la distribution de l'aide sociale aux réfugiés, à l'insertion professionnelle. On gère 2 épiceries, un magasin de seconde main. On a un restaurant social, on fait de la distribution, de la livraison de repas, de l'aide au désendettement et de l'accompagnement à la fin de vie des grands malades. Donc, vraiment un portefeuille d'activités très varié. Et du coup, c'est vrai que la crise du Covid nous a impacté aussi de bien des différentes façons. Voilà, j'ai la main. Donc, en mars 2020, en termes d'agilité, pour se resituer un petit peu par rapport à ce que nous expliquait Manon tout à l'heure, en termes d'agilité organisationnelle, on n'était pas encore prêt. On avait une équipe de direction qui était bien convaincue depuis déjà plusieurs années de la nécessité de changer de mode de gouvernance. L'ensemble des collaborateurs étaient sensibilisés aux enjeux de ce changement de paradigme, mais toute l'organisation en cercle et notre façon de fonctionner entre nous était encore à construire. On devait entamer un cycle de formation aux outils de la gouvernance distribuée, mais bon, la crise a mis un frein à tout ça. Donc, à ce moment-là, notre façon d'interagir et de prendre des décisions était quand même encore relativement traditionnelle. Mais d'un point de vue opérationnel, et puis finalement, d'ailleurs, au regard de ce qu'a dit Manon tout à l'heure, d'un point de vue peut-être stratégique aussi et comportemental, je pense qu'on avait les outils qu'il fallait pour agir vite, collaborer et rester centré sur notre mission pour prendre les décisions qui allaient s'imposer pour gérer la crise. Donc, slide suivant, pardon. Donc, la façon dont on a géré la crise, voilà, ça a commencé un peu comme pour tout le monde. Le vendredi 13 mars 2020, on recevait un message de l'État de Neuchâtel qui nous demandait de fermer tous nos programmes d'insertion avec effet immédiat et de mettre en place le télétravail. Donc, c'est un petit peu difficile à croire aujourd'hui, mais à ce moment-là, aucun d'entre nous n'avait jamais fait de télétravail. On est une 60aine de collaborateurs et on n'avait, pour ainsi dire, jamais tenu une séance en ligne. Donc, c'était un petit choc en soi. Dans les premiers jours, on a pris des décisions qui allaient être fortes de conséquences pour la suite. On s'est dit que partout où nous le pouvions, nous allions rester ouverts et essayer d'accomplir notre mission en maintenant le lien social le plus possible. Et ça allait vraiment être notre credo pendant toute la crise. Donc, on se retrouve en pleine incertitude financière. On avait des prestations financées par l'État qui s'arrêtent. On savait que les finances publiques allaient être fortement mises sous pression, donc on n'était pas sûr de recevoir nos rémunérations. On devait fermer notre magasin de seconde main, qui est quand même une source de financement non négligeable pour nos activités. Et puis, les finances de notre institution, même si elles sont saines, elles étaient aussi fragiles. On n'a aucune réserve véritablement ou de fonds dans lequel puiser. Et on sortait d'une année 2018 encore assez difficile financièrement. Après, on s'est retrouvé donc avec une perte d'effectifs à cause de la fermeture des programmes et donc plus de personnel en insertion, surtout dans nos lieux de vente et de restauration, où il y avait une quinzaine de personnes en place. Ensuite, les contraintes sanitaires qui sont arrivées les unes après les autres, qui sont précisées. On devait mettre en place des mesures en nous appropriant des problématiques qui nous étaient complètement étrangères. On parlait de limitation du nombre de clients dans nos lieux, protection du personnel de caisse, multitude de contraintes en cuisine, avec les livreurs. Il a fallu s'adapter et réagir très vite. Et pourtant, tout de suite, sans trop essayer de se projeter dans d'éventuelles difficultés à venir, on a pris des décisions presque en fonctionnant sur l'intuition, la conviction qu'on faisait ce qu'on devait faire. Et c'est comme ça qu'on a décidé très vite de garder ouvertes nos 2 épiceries
ainsi que notre service de livraison de repas. Et comme on n'avait plus de personnel en insertion, alors on a recruté des bénévoles qu'on a formés. On a aussi demandé à des collègues dont les activités avaient dû être arrêtées si elles voulaient bien aller au front, comme on le disait à ce moment-là. Et elles ont accepté. Dans les épiceries, on a défini un plan sanitaire en quelques jours, voire en quelques heures. Une collègue a cousu des masques, puisqu'on n'en avait pas. On a mis en place un système de paiement par carte en quelques jours, alors que ça faisait plusieurs années qu'on se disait, bon, ce serait peut-être bien en fait, que les gens puissent payer par carte dans nos épiceries. Et du côté de notre service de livraison de repas, on avait d'un côté les structures parascolaires qui nous commandaient, pour ainsi dire, plus de repas, et de l'autre côté, une demande qui a explosé pour la livraison de repas à domicile. Au mois d'avril 2020, ça a doublé, et en fait, sur l'année 2020, ça a été une activité qui a augmenté de 55%. Donc, pour répondre à l'augmentation de ces livraisons, on a dû faire des investissements matériels, alors même qu'on avait vraiment de la peine à se projeter. On ne pensait pas que cette augmentation de l'activité allait durer plus de quelques mois. Et donc là, on a fait fonctionner notre réseau et pour trouver des sources de financement. Et en quelques jours, on avait augmenté notre volume de production et grâce au soutien obtenu. Après, on n'a non plus pas hésité à répondre présent, notamment en devenant partenaire de la chaîne du bonheur. Et on s'est retrouvé tout à coup avec 170 000 francs à distribuer à la population. Quelque chose de complètement inédit pour nous, hein, selon des critères très stricts, des exigences de reporting qui en avaient fait reculer plus d'un. Et on a pu augmenter le temps de travail d'une de nos collaboratrices qui était à temps partiel et compter sur notre comptabilité pour assumer le suivi de cette activité. Toute cette présence, en fait, a augmenté notre visibilité. On a été beaucoup sollicité par les médias, notamment. En fait, cette présence sur le terrain, ça nous rendait vraiment témoins de la précarité dans laquelle se retrouvait toute une partie de la population. Et on nous sollicitait beaucoup pour en rendre compte. Donc, voilà. C'est un peu comment on a géré la crise. Et ce que je dirais que ça nous a fait gagner encore aujourd'hui, et je pense sur le long terme, c'est bien sûr une accélération du numérique. Enfin, comme je vous disais, avant, on ne télétravaillait pas, enfin, on n'utilisait vraiment pas ces outils. Aujourd'hui, tout le monde, plus ou moins, selon ses postes, selon son poste de travail, mais à télétravailler. Il y en a encore beaucoup qui télétravaillent et je pense qu'on ne reviendra pas à la situation antérieure à la crise où personne ne télétravaille. On tient un grand nombre de séances en ligne désormais, alors que c'était quand même une nécessité. On est dispatché sur de nombreux sites, notamment aussi entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, donc ça simplifie quand même la vie de beaucoup de personnes. La mise en place du paiement par carte, on a aussi ouvert la possibilité de nous verser des dons en ligne sur notre site internet, ce n'était pas le cas avant. Aussi, notre service administratif a vraiment fait un bond en avant dans la numérisation des documents, comme il fallait qu'ils dispatchent un peu les courriers aux assistants sociaux qui étaient à la maison. Il a fallu scanner tous les courriers entrants, les classer informatiquement. Donc, ça, c'est aussi des progrès qui restent aujourd'hui et des façons de faire qu'on a maintenues. Après, je dirais aussi que ce qu'on a gagné au travers de cette crise, c'est un sentiment de confiance démultiplié. Là, c'est peut-être plutôt en interne. On avait déjà ce sentiment de confiance entre nous, les uns envers les autres. Ça faisait déjà partie un peu de notre culture, mais c'est vrai que là, on a dû vraiment se serrer les coudes. La mise en place de ce télétravail qui était inconnu, il fallait nous faire confiance aussi qu'on allait vraiment accomplir nos tâches aussi à distance. Et on en ressort vraiment grandi avec un sentiment de confiance ancré plus fort. Une reconnaissance de notre travail, et là c'est peut-être plutôt aussi vis-à-vis de l'externe, que ce soit les autorités publiques du canton ou la population locale qui nous a très généreusement exprimé son soutien. On a été remerciés vraiment pour notre présence pendant la crise. Et aussi, ce qu'on a gagné, je pense, sur le long terme, c'est un renforcement de notre réseau. Ça a notamment débouché sur le lancement d'un projet très concret avec la création d'une plateforme précarité
qui fonctionne en gouvernance distribuée avec les services sociaux de la ville de Neuchâtel et un certain nombre d'autres acteurs associatifs locaux. Et un des objectifs de cette plateforme, c'est de pouvoir apporter des réponses collectives au niveau cantonal et centralisé en cas de future crise sanitaire ou sociale, pour que les personnes ayant un besoin sachent où trouver une réponse dans le canton. Donc, si je devais résumer en 3 points les enseignements en termes d'agilité de cette crise, je dirais que l'agilité ne se définit pas par son organisation en fait uniquement, mais vraiment par la volonté d'agir. Je pense aussi que plus la mission de l'organisation est claire et plus la réaction intuitive et facile est possible. Je dirais aussi que la crise est un accélérateur du changement. Bon, c'est un petit peu bateau de le dire, mais c'est vrai qu'on l'a tellement vécu fort, chez nous en tout cas. Et puis, peut-être aussi un dernier point que je n'ai pas noté là, mais une sorte de recommandation, un enseignement en tout cas, c'est de faire aussi très attention à la reconnaissance des efforts fournis. Dans notre situation, on a reçu collectivement beaucoup de reconnaissance, comme je le disais, de la part de la population qui nous a versé beaucoup de dons, de la part de nos partenaires aussi, mais aussi en interne. En fait, pour la première fois depuis 70 ans d'existence, on a distribué une petite gratification à l'ensemble du personnel. On avait réalisé un très bon exercice finalement. Et donc, on a versé un bon sans distinction de poste, de temps de travail, le même pour tous. Et ça a été très bien perçu et je pense que c'est vraiment important que cette reconnaissance soit exprimée aussi sous cette forme, hein, peut-être plus qu'un simple remerciement, pour aider aussi un petit peu à recharger les batteries et éviter de ressortir complètement à sec de la crise. Voilà. Merci, merci Eleonore, merci. Super inspirant de voir comment vous avez pu bouger et bouger aussi vite sur le terrain. On se réjouit d'avoir Eleonore sur la table ronde après, évidemment, pour creuser un petit peu certains sujets. Donc à tout de suite, Eleonore, merci beaucoup. J'en profite pour vous rappeler que on a la possibilité, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le Q&A ou Q&A. Il y a pas mal de questions qui ont été, auxquelles nos spécialistes ont répondu. Il y en a 4. Il y en a 4 encore ouvertes, donc il y a un petit peu de travail aussi pour toi, Eleonore, hein, donc, qui vient terminer ta présentation. Donc n'hésitez pas à vous poser vos questions. Ces questions, si on ne peut pas y répondre, on va essayer de les prendre sur la table ronde. Et de toute façon, on vous enverra à la suite du webinaire, une nouvelle fois, les questions et les réponses pour pouvoir compléter l'information que vous avez reçue aujourd'hui. Voilà, un grand merci encore une fois à Eleonore. On accueille Eric Duboulot, membre de la direction de l'écoservice. Eric, salut Christophe. Salut, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te voir. Et puis, on se réjouit d'entendre ta présentation. Et puis, je suis là aussi, qui est chaud pour passer les slides. N'hésite pas à me rappeler à l'ordre si je le passe assez vite. Voilà, à tout de suite. Excellent, bonjour à toutes et à tous. Éric Duboulot, je suis membre de la direction d'écoservice. Écoservice, bureau d'ingénieurs sur Genève et le canton de Vaud, une quarantaine de collaborateurs. Ingénieurs dans le domaine de la protection de l'environnement et de la sécurité, protection des travailleurs, donc sécurité au travail, protection incendie et également de la sûreté. Nous avons notamment des interventions dans le domaine de la gestion de crise. Donc, vous allez voir que c'est assez vite lié à ces problématiques d'agilité. On peut passer, je pense, le premier dia. Donc, comment c'est? Alors, il y a déjà, j'ai vu une petite erreur dans mon propre dia. La dernière ligne, c'est mi-mai et non pas mi-mars, mais on va y revenir. Donc, par rapport à la crise Covid, effectivement, le 13 mars, on rentre en gestion de crise avec une première séance de crise directement au sein de nos locaux avec notre direction. Et puis, une semaine plus tard, le Conseil d'État genevois interdit le travail sur les chantiers. Le télétravail était obligatoire, mais sur les chantiers, on avait continué à travailler. Ça a été interdit le 20 mars. Mais le 27 mars, le Conseil fédéral impose à l'autorité genevoise de réautoriser l'ouverture des chantiers si des plans de protection sont mis en place.
Et le 27 mars, on a un premier client qui nous appelle, on était donc entre guillemets à l'arrêt, hein, qui nous appelle en nous demandant de mettre en place un plan de protection. Personne n'avait jamais fait ça sur un chantier. Et on a mis en place un plan de protection et puis des contrôles journaliers sur site pour contrôler les choses qui aujourd'hui sont faciles, mais le lavage des mains, la distanciation sociale, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de port de masque. Et puis, ça, c'est de bouche à oreille, ça a vite passé auprès de nos clients. Et au final, courant le mois d'avril, on est intervenu sur environ 150 chantiers, donc beaucoup plus que ce qu'on fait normalement. Hein. Ça nous a augmenté très, très fortement la charge de travail. Et puis, la semaine du 11 mai, l'État de Genève a enfin réouvert ses propres chantiers également. Cette semaine du 11 mai, ça a été le pic. On a réalisé 450 contrôles Covid sur les chantiers genevois en une seule semaine, ce qui nécessite évidemment de mettre en place des équipes spécifiques. Je te laisse volontiers passer la dia. Comme je vous l'ai dit, chez Ecoservice, on collabore notamment avec les services d'intervention, que ce soit police ou sapeurs-pompiers professionnels sur Genève. Et on est habitué, formé aux opérations de gestion de crise. Alors, les pompiers appellent ça commandement des opérations de secours. La semaine dernière, j'étais encore en formation auprès de la Gendarmerie nationale française sur des opérations où là, les termes sont un petit peu différents, mais où on est sur des systèmes de commandement face à une tuerie de masse ou d'autres aspects de ce type-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir voir comment est-ce que ces spécialistes de l'intervention en gestion de crise utilisent comme outils et comment ces outils peuvent être transférés vers le monde de l'entreprise. Donc, la gestion de crise, il y a une quinzaine d'années en arrière, on faisait des scénarios. Donc, dans une entreprise, par exemple, vous aviez 12 classeurs, un classeur par type de crise qui pourrait vous arriver. Et puis, bon, évidemment, le jour où il y a une crise qui arrive, généralement, c'est une 13e, c'est celle que vous n'aviez pas prévue. Et puis, vous vous retrouvez un petit peu le bec dans l'eau. Donc, aujourd'hui, la gestion de crise, c'est surtout une grande boîte à outils où vous avez tout plein d'outils spécifiques. Et puis, l'agilité pour mettre en œuvre lors de la survenue d'une crise et surtout pas se fonder sur un scénario, mais plutôt se fonder sur des méthodes, des outils, des réserves. On peut peut-être passer la dia. Chez Ecoservice, on travaille tous depuis le 1er janvier 2000, donc depuis 21 ans, à 80%. Donc, aucun collaborateur travaille plus qu'à 80%, donc 4 jours par semaine, alors que le bureau est bien évidemment ouvert 5 jours par semaine. Et étonnamment, ce 80%, c'est la première fois qu'on l'utilise en 21 ans, mais il nous a permis d'avoir ce qu'on peut appeler de la réserve de marche. C'est-à-dire qu'en réalité, pendant le mois d'avril, alors qu'on avait encore une partie de nos collaborateurs qui étaient en RHT, nos ingénieurs sécurité qui rédigeaient les plans de protection Covid qui devaient aller sur le site du chantier pour pouvoir voir quelles étaient les infrastructures qui manquaient, etc. Sur base volontaire, tous nos ingénieurs sécurité ont été d'accord de passer à 100% et en réalité largement au-dessus de 100%, puisqu'on a fait beaucoup d'heures supplémentaires durant ce mois d'avril. Donc 80% chez Ecoservice, c'est 34 heures par semaine, 4 jours à 8h30. Et en réalité, pendant le mois d'avril, la direction et les ingénieurs sécurité ont travaillé plutôt sur une base de 60 heures par semaine. Donc, on a quasiment doublé la force de travail sur le mois d'avril. Les autres collaborateurs qui étaient en RHT étaient des collaborateurs qui n'auraient pas pu réaliser ces plans de protection. Par contre, ils ont été mis en œuvre dès fin avril quand les chantiers ont rouvert de manière massive, où tous nos collaborateurs, y compris des collaborateurs qui venaient d'autres secteurs que le domaine de la sécurité, y compris une entreprise qui travaille, à qui on sous-loue des locaux chez nous qui sont dans notre domaine d'activité également, se sont tous mis au travail et ont été réalisés, ont été formés et ont été sur les chantiers pour pouvoir réaliser ces contrôles Covid. Contrôles qui, au final, devenaient assez simples et répétitifs et qui se terminent pour certains chantiers seulement aujourd'hui. Donc, depuis avril 2020 jusqu'à aujourd'hui, donc pendant plus d'une année, des chantiers ont été suivis de manière régulière par rapport à ces plans de protection. On peut passer la dia. 3 points en résumé. Je pense qu'il y a un point qui est très important en agilité, c'est d'avoir ce que j'appelle de la réserve de marche.
C'est clair qu'une entreprise qui était éreintée avant le début de la crise Covid, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau ressources humaines, que ce soit au niveau locaux, que ce soit au niveau moyen logistique, une entreprise qui est trop court, ben, ça peut encore tenir le coup. Et puis tout d'un coup, vous avez une crise quelconque et puis ben, il y a tout qui se casse la figure parce que vous n'avez plus de réserve de marche. Donc c'est vrai que chez Ecoservice, notre 80% nous a énormément aidé par rapport à cette réserve de marche et d'avoir aussi suffisamment de collaborateurs, d'avoir suffisamment de locaux, de pouvoir monter une salle de crise dans un local en le fermant. Par la suite aussi, d'avoir suffisamment de salles pour pouvoir faire manger nos gens chez nous tout en respectant les règles de distanciation sociale. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important à garder à l'esprit. Quand vous êtes trop court au sein de votre entreprise au niveau financier ou autre, ce n'est pas par mauvais temps que vous allez pouvoir améliorer ça. On a, nous, une collaboration avec la Banque Alternative pour tous les aspects financiers. Avant fin mars, on a tout de suite, une des premières mesures qui a été prise, ça a été de demander 100 000 francs de ligne de crédit supplémentaire à la Banque Alternative, qui nous a dit oralement de nous les valider, mais finalement, ben, on a eu plus, puisque 2 jours après, la Confédération nous a versé 10% de notre chiffre d'affaires en appui. On se rend compte que si vous êtes dans une situation financière complexe, serrée, difficile, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir accès à ces 100 000 francs que la Banque Alternative était prête à nous donner en moins d'une semaine. Le point 2, ne pas travailler par des scénarios. Ça ne sert à rien de vous creuser les méninges pour voir tous les types de crises auxquelles vous pourriez éventuellement faire face. Il y a de fortes chances que vous vous loupiez. Mais je pense que ça vaut la peine plutôt de travailler par agilité en prévoyant de se retrouver dans des situations de crise. Et des situations de crise, vous en avez tout le temps. Je vous donne un exemple, crise Covid, donc le mi-mars 2020, et fin avril 2020, un des membres de notre direction démissionne. Donc, on a une crise qui se rajoute sur une autre crise. Vous devez, et tout ça, c'est typiquement des scénarios qui auraient été impossibles à prévoir à l'avance, et c'est nécessaire d'avoir de l'agilité. Je ne vous l'ai pas dit, mais dans notre réserve de marche, on a également une direction à 5 membres. On était à 6 membres, ce qui évidemment permet aussi de pouvoir plus facilement gérer une crise que si vous aviez qu'un seul membre de la direction et puis que lui tombe, soit parce qu'il a le Covid et puis qu'il reste 3 semaines à la maison, soit parce qu'il démissionne ou autre. Là, on se rend compte que d'avoir une direction à plusieurs têtes est certainement un gros point dans l'agilité. Et puis enfin, ne pas subir, mais voir les opportunités dans chaque crise. Je crois que Eleonore en a parlé tout à l'heure. La crise, c'est un moment très fort où on rêve de revenir à la normale. Et en réalité, vous n'allez jamais revenir. J'espère que vous n'allez jamais revenir à la normale. Comme pour la crise Covid, on se rend compte que cette situation de crise qui a été compliquée pour tout le monde, au final, ben, on en ressort avec des outils supplémentaires, avec une manière de voir les choses différentes, et puis voir certainement, dans le cadre de la crise Covid, un accélérateur, que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau mobilité, que ce soit au niveau informatique, téléséance, etc. On se rend compte qu'on ne cherche pas à revenir à la normale, on cherche à profiter de tous les éléments qu'on a pu apprendre pendant la crise pour pouvoir aller de l'avant. J'en reste là pour maintenant. Je suis volontiers avec vous lors de la table ronde et pour répondre à d'éventuelles questions. Merci beaucoup, cher Eric, hyper inspirant, avec évidemment des orientations très, très différentes d'un bras à l'autre. C'est ce qui en fait la richesse, c'est super chouette. J'ai demandé à tes acolytes, cher Eric, de nous rejoindre là, sur la table ronde. Je vais arrêter le partage d'écran, comme ça vous pourrez nous voir. C'est plus agréable, vous pourrez nous voir en mosaïque. Voilà, donc je vais demander à David, voilà, Eleonore, Lolita, Aline aussi, tu peux venir avec nous, il n'y a pas de souci. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà. En tout cas, merci à tous les intervenants. C'était super intéressant, super inspirant. Et en plus, c'est Swiss timing, hein, parce qu'on est pile à l'heure pour commencer cette table ronde. Je vous en remercie. Il y a une question qui était posée par Giorgio, que je trouve, d'ailleurs, j'avais pris la même pour commencer, puisqu'on a fait le lien entre agilité et crise. Et puis, c'est vrai qu'assez souvent, dans les échanges au sujet des organisations agiles,
On parle finalement de la situation de crise dans laquelle il est nécessaire qu'il y ait un capitaine, quelqu'un reprenne la main, puis qu'on recentralise bien les opérations, et puis qu'il y a vraiment un chef finalement qui dirige. Alors, je voulais un petit peu vous entendre sur cette question-là. Est-ce que la crise qu'on a vécue, dans vos organisations, avec des degrés d'agilité organisationnelle, je le conçois assez différentes, est-ce que vous avez vécu finalement une recentralisation du pouvoir? Est-ce qu'il a fallu reprendre les rênes? Ou est-ce qu'il y a eu une logique quand même de mutualisation, où cette mutualisation a été maintenue pendant la crise? Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole en particulier, ou sinon je piquerai parmi les intervenants. Donc, de nouveau, cette question de Eleonore, je te passe volontiers la parole. Oui, juste parce que ça me parle dans notre situation. C'est vrai que je pense qu'on a vraiment eu besoin d'avoir notre directeur et puis les équipes de managers, si on emploie encore ces termes-là, qui soient complètement sûrs et convaincus de la direction à prendre. Les décisions qu'on a vite prises, on avait un peu peur tous de garder nos épiceries ouvertes, on n'était pas vraiment sûr d'avoir les rênes pour le faire. Justement, garder notre cuisine ouverte aussi, alors qu'on allait avoir beaucoup de commandes qui diminuaient. On n'était pas sûr de pouvoir gérer et d'avoir quelqu'un qui dit non, mais en fait, ça, de toute façon, c'est notre raison d'être, c'est notre mission. Il ne faut même pas qu'on se pose la question. On reste ouvert et ensuite, on regarde comment. Et après, ensuite, on regarde comment. Ça a été assez bien décentralisé. Chacun sur place était au fait de ses propres contraintes et allait pouvoir définir son plan d'action. Mais ça a été très important qu'on qu'on réponde à une impulsion et qu'on suive, voilà, d'une personne surtout. Il me semble. Est-ce que je peux compléter? Oui, bien sûr. Je pense que, en effet, dans ce genre de moment, il y a un besoin de lead. Après, l'important, c'est pas tant qui lead, c'est plutôt justement qu'il y a une direction. Et j'imagine que dans les organisations, voilà, qui sont avec une hiérarchie où voilà, on a un chef, un responsable, on va suivre par nature celui qui nous lead de manière générale. Mais on peut imaginer que tout à fait que ce soit quelqu'un d'autre de l'équipe d'un coup qui se dessine et puis qui prennent le lead. Et je pense que c'est ça qui est en fait en cours de réflexion dans ces histoires de nouveaux modèles d'organisation, c'est de dire mais comment on pourrait avoir des leaderships fluides et partagés. Mais c'est sûr que dans ces organisations, dans ces moments-là de crise, on voit que de manière générale, voilà, c'est ceux qui ont la compétence ou l'influence de par l'historique qui vont prendre ce lead. Et voilà, ça fait sens en tout cas pour ceux qui ont la compétence que ce soit le cas. Merci Manon. Eric. Je pense également que chez nous, on a très vite pris la décision, ça c'était des choses apprises en gestion de crise, d'avoir une seule personne qui communique. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la personne qui décide, mais c'est une seule personne qui communique. Et on a aussi ouvert la communication à toute heure du jour et de la nuit, puisqu'on pouvait avoir des gens qui devenaient malades, etc. Donc, on a ouvert des réseaux WhatsApp ou téléphoniques simplement, et on a effectivement dit qui ont été utilisés par les collaborateurs. Après, on est dans une crise assez spécifique, puisqu'en fait, vous n'avez pas un incendie ou une salle informatique, un truc un peu technique qui vous tombe dessus. On a une problématique humaine et on a des gens qui vont réagir très fortement par rapport à la maladie. On va retrouver des gens qui pourraient peut-être être en situation de comorbidité, comme il disait, donc qui avaient des risques plus importants. Et puis, on a qui ont des enfants en bas âge, des personnes très âgées à la maison, etc. Et puis, au sein d'une direction de 5 personnes, eh ben, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué parce que vous avez des affinités ou des peurs qui vont être différentes. Et si vous n'avez pas une seule personne qui communique avec les décisions prises par la direction, ça va être difficile si on décide, par exemple, de mettre en place des tests au sein de l'entreprise. Si une personne dit non, moi, je ne veux absolument pas me faire tester. Si elle est minorisée au sein de la direction, ben, on fera les tests, mais ce serait effectivement assez malvenu que ce soit elle qui fasse la communication. Donc, c'était vraiment important de pouvoir cerner la communication par une seule personne qui a été représentante de la direction. Pour autant, ce n'est pas cette personne qui a pris les décisions et qui étaient ensuite communiquées. Merci Eric. Lolita, tu veux intervenir?
Je pense effectivement, il y a eu des gros changements sur la manière de transmettre l'information et d'engager sur toutes les strates. En fait, il y avait, comme David a dit, des cellules qui étaient plutôt au top, auxquelles je ne participais pas, j'étais excentrée. Mais en même temps, au niveau de la direction du centre de formation, tous les jours, on avait un point de synchro. Et notre directeur, il participait à une partie de ces cellules-là. Donc finalement, on avait l'essence même de l'info qui pouvait nous impacter, nous, dans notre zone d'influence. Puis le reste, à la limite, je n'avais pas besoin de le savoir parce que je pense que ça m'aurait presque plus pollué d'avoir tout accès à l'information et de ne pas pouvoir me concentrer sur ma mission. Donc, pour moi, il y a vraiment eu plein de petites cellules ou d'équipes. Et l'idée, c'était comment on arrive à se passer l'information qui est primordiale. Et le gros changement, pour moi, c'est que notre direction, entre guillemets, il y avait la grande messe, la plénière annuelle. Puis de temps en temps, quand il y avait un problème, il venait au sein de l'équipe. Mais là, ce qui a changé, c'est que tous les jours à 7h30, on avait 30 minutes de synchro. Et ça, c'était hyper important et je ne me suis jamais sentie aussi proche de ma direction que pendant Covid. Ce que je regrette, par contre, c'est qu'on n'ait pas maintenu ce mode de communication là derrière. Puis si on parle d'outils, effectivement, David a parlé de l'intranet. Il y en a d'autres qui ont parlé de groupes WhatsApp. Nous, ce qu'on a changé entre la première vague et la deuxième vague, notamment pour faciliter le flux avec l'ensemble des experts, parce qu'on a onboardé beaucoup plus d'experts métiers pour nous soutenir là-dedans. Du coup, on avait, je ne sais pas, une 50aine d'experts métiers. On a créé une équipe Teams qu'on a thématisée en fonction des thématiques de soins et on les a attribuées et chacun avait son espace. Et en fait, ça a été très, très fluide après et beaucoup plus facile avec ça lors de la deuxième vague. Ouais, super intéressant. Et c'est vrai que les bonnes pratiques de gestion de crise, du fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans l'heure, finalement, il faut plus communiquer. Et c'est vrai que finalement, c'est la base de l'agilité, être capable de réagir rapidement et tout ça. Donc, c'est vrai que de maximiser ou de rendre plus efficient les flux d'informations dans une organisation agile, ça semble vraiment être un des fondamentaux. Peut-être certaines organisations ont appris ou réappris pendant cette crise. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur la question? Sinon, évidemment, j'ai vraiment plein d'autres questions. Notamment, j'aimerais juste reposer quelques fondamentaux, parce que c'est vrai qu'on est entré dans le vif du sujet avec Manon qui vous a expliqué les 4 composantes, ce sont elles de l'agilité. Maintenant, le why, donc le sens, le pourquoi être agile. Si vous deviez citer 1, 2, 3 critères, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les organisations doivent être plus agiles? On sort un petit peu parce que voilà, on en a un petit peu marre de parler de cette crise, donc tournons-nous vers le futur. Si vous deviez, chacun d'entre vous, donner 1, 2, 3 arguments pour l'agilité. Pourquoi est-ce qu'il faut être plus agile aujourd'hui? Je ne sais pas si, je sais pas qui veut prendre la parole. Est-ce que Manon, tu veux la prendre ou d'autres personnes? Cette question du pourquoi, parce qu'on parle beaucoup d'agilité, c'est super, mais notamment, ça sert à quoi? Je peux la prendre en premier, volontiers. Ce qu'on amène, nous, dans nos cours, parce qu'évidemment, c'est le premier thème qu'on amène, c'est le pourquoi. C'est 3 raisons principales. La première, c'est que le monde a changé. On est dans un monde VUCA, comme vous voulez, volatile, complexe, ambigu et puis incertain. Donc, on a une plus grande difficulté à planifier et à surtout voir la conséquence des événements. Mais ça, ce n'est pas propre à tous les contextes. Je pense que c'est aussi important qu'on conscientise que ce n'est pas pour tous les contextes le cas. Dans le cadre de la crise Covid, effectivement, tout le monde a vu comment ça nous impacte. Mais l'agilité n'est pas requis au même degré dans tous les contextes. La deuxième raison, c'est que, en fait, ça, c'est rien de nouveau du tout. C'est que le management, c'est complexe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein d'êtres humains. Et les êtres humains, c'est difficile à prévoir, en fait, ce qui se passe avec eux. On aussi sont faits de paradoxes. Donc, on est tous nous-mêmes faits de paradoxes. Puis en plus de ça, ils sont différents. Donc, il faut réussir à concilier tout ça. Et donc, ça induit de la complexité et en fait, un besoin d'agilité. Donc, le fait d'être juste avoir des êtres humains dans les organisations. Et la dernière raison qu'on amène dans nos cours, c'est le fait que, c'est une réaction forte aussi, je pense, à l'augmentation de la bureaucratie et des règles dans les organisations. On a vu que montée, je dirais, de plein de règlements qui viennent polluer finalement l'activité ou alors une montée de structures et de processus en place dans les organisations qui entravent l'activité et puis la prise de décision. Et ça, c'est un autre élément, c'est qu'il y a une forte réaction à ça, de se dire, mais est-ce qu'on a besoin de tout ça pour arriver au résultat souhaité? Et évidemment,
ma recommandation, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a les structures dans nos organisations sont importantes. La question, c'est est-ce que tout processus en place le sont, et c'est peut-être ça qu'il faut remettre en question. Voilà pour ma réponse. Merci Manon, c'est intéressant et complet. Évidemment, est-ce qu'on ne recommencerait pas à faire confiance plutôt que de se cacher derrière des checklists et des processus et tout ça, ce qu'on a fait pendant ces 50 dernières années, et qui est en plus hyper désengageant, démotivant et tout ce qu'on en passe. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur la question du pourquoi? N'hésitez pas soit à lever la main physiquement, soit à la lever digitalement. Eric, David, alors. Pour moi, pourquoi être agile? Pour moi, les choses sont simples, c'est parce que la vie, elle est complexe et qu'on va avoir des crises. Alors, une crise Covid, moi qui fais de la gestion de crise depuis quelques années, c'est royal d'avoir une crise de cette ampleur-là. Personne ne l'avait imaginé. On est plutôt sur des crises plus courtes, hein. Ça peut être une panne de serveur informatique, vous n'avez plus de téléphone un jour. Nous, on a récemment une de nos directrices appelée à de plus hautes fonctions qui quitte précipitamment l'entreprise. En 15 jours, on a trouvé une adjointe de direction. Donc, on crée un poste, on chamboule l'organigramme, on fait une postulation, on voit des gens, on choisit. Et je pense que cette agilité, c'est notamment de pouvoir agir ou commencer à agir avant d'être sûr. Je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est qu'en fait, il faut faire confiance sur le fait que quand on a mis le pied, on va de l'avant. Typiquement, pour cette adjointe de direction, je vous laisse imaginer qu'on n'avait pas eu le temps de lui faire un cahier des charges sur 3 pages avec tous les détails de ce qu'elle devait faire. Donc, on a sorti on lui a découpé un peu en 3 thèmes ce qu'elle devait faire. On l'a choisi sur cette base-là. Puis aujourd'hui, on construit avec elle ce nouveau cahier des charges en l'adaptant. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important. Souvent, on veut être sûr à 100% avant de commencer à faire quelque chose. L'agilité, c'est de se dire, je vois un chemin, je décide de m'y engager et puis j'ai suffisamment d'agilité au sein de mon organisme pour pouvoir aller de l'avant de manière plutôt sereine. Merci Eric. David? Oui, 200% d'accord avec ce que disent Manon et Eric. Je voudrais ajouter que, à mon sens, en fait, de plus en plus de collaborateurs et collaboratrices le demandent, en fait, de plus de simplification, plus d'agilité et surtout d'être plus associés, en fait, aux décisions, en fait, sur le terrain et puis sur la manière de faire. Et j'ajouterais que pour les managers, effectivement, de plus en plus, on leur demande beaucoup trop de choses, beaucoup trop de responsabilités. Et donc, en fait, eux-mêmes, effectivement, sont de plus en plus demandeurs de pouvoir aussi, en fait, avoir une répartition, en fait, des rôles dans les équipes. Et donc, c'est quelque chose qui devient, en fait, aussi un critère d'attractivité pour les entreprises. Et à notre niveau, on le ressent aux hôpitaux. Merci beaucoup. Il y avait encore Aline qui prend la parole. Et je voulais juste faire part, en fait, à part la fabrique de l'agilité, je travaille à Romand d'énergie. Et puis nous, l'agilité, c'est un mot qu'on entend depuis pas mal d'années. Et puis, on vient du monde de la distribution électrique. On a plutôt l'habitude d'avoir des projets à 50 ans, des concessions qui sont sur 100 ans. Donc, il y a un paramètre de temps, une échelle de temps chez nous qui est complètement, qui doit être revue. Et puis maintenant, on a de nouvelles activités dans le domaine de la construction, des bâtiments, où là, on parle de projets pour monter une pompe à chaleur, c'est 2 jours. Donc, c'est nécessaire qu'on s'approprie cette notion d'agilité pour trouver des solutions qui sont bonnes pour l'instant, qui fonctionnent aujourd'hui, même si elles ne sont pas parfaites. Parce qu'il y a vraiment ces 2 notions. On doit voir à long terme, ça doit être sûr, un réseau électrique, il y a beaucoup de normes là-dessus. Puis en même temps, nos activités font qu'on ne peut plus être dans le parfait. Donc voilà, c'était juste par rapport à ce secteur particulier. Il y a Céline Lolita encore qui voulait prendre la parole. Moi, je suis sur des projets beaucoup plus petits que ce que peut piloter David en termes d'enjeux, de budget, etc. Mais ce que je remarque en tout cas sur la partie de la formation, c'est qu'avant, il y avait aussi des projets de formation de création de dispositifs sur 1 an. Le besoin, il est déjà plus là, où il a été transformé. En fait, on dépense une énergie folle. Et même sur la partie digitalisation, où j'avais des retours des mandants quand je proposais ce genre de choses, on se disait « Ah ouais, mais on en a pour 2 ans de conception de e-learning ». Pour moi, ça, c'est un peu démentiel. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, on a créé des serious games qui sont quand même très, très scénarisés, très médiatisés. À partir du moment où on a lancé le kick-off du projet, 3 mois après, on a le livrable avec les phases tests qui ont été faites. Et pour moi, c'est important. Et puis aussi de se dire que quand on déploie, ouais, il y aura peut-être encore des bugs, mais est-ce que c'est si grave puisque finalement, on va
offrir un espace de parole aux utilisateurs et on va améliorer le produit avec eux parce que même avec la meilleure des réflexions possibles en amont, si on ne met pas le produit au sein des mains des utilisateurs, eh ben, je pense qu'on est à côté. Super intéressant. La mort du Six Sigma et faire juste à tout prix à 99,9%. Intéressant. J'ai une question de Cécile, là, juste avant qu'on quitte la crise, mais qui vient d'être, à laquelle David vient d'apporter une réponse, je crois, dans le Q&A, mais je trouve intéressant quand même que vous vous positionnez là-dessus. Voilà, on a eu cette crise, ça a chamboulé plein de choses, on a dû adopter plus ou moins contraint et forcé des mesures d'agilité. En quoi vous constatez déjà aujourd'hui un retour en arrière? Donc la crise voilà, est dans une phase de phasing out, on espère. Maintenant, est-ce que déjà dans vos organisations, vous constatez un retour en arrière? Je la trouve intéressante cette question. Quels sont les dangers finalement de retour à la normale? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? David, tu viens de répondre à cette question-là, mais je te passe la parole. Oui, en fait, juste, nous, on a été mobilisés pour 2 vagues sanitaires. Et donc, en fait, on a le retour d'expérience de la fin de la vague 1, où effectivement, on a pu constater que les structures, les départements, les services médicaux revenaient en fait à leur fonctionnement habituel. Et c'est tout à fait louable, parce qu'effectivement, ils voulaient soigner le plus possible de patients qui n'avaient pas pu être traités pendant la crise. Mais ça a engendré en fait une multiplication en fait, d'activités, d'initiatives croisées. Et en fait, la grande question, c'est comment on arrive à reprioriser, comment on arrive à réaligner l'organisation autour de priorités claires. Et ça, on l'a vu en fait de manière très claire à la fin de la vague 1. Et donc, probablement qu'on aura aussi la vague 2. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse effectivement être plus proactif pour essayer de dire oui, il y a plein de bonnes initiatives à prendre, mais soyons vigilants à ce que en fait, on fasse le mieux possible, qu'on aille au bout des choses, plutôt que lancer plein d'initiatives en parallèle. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un va encore réagir à cette question du retour en arrière perçu déjà dans les organisations? Peut-être pour réagir à ça, en gestion de crise, dans le domaine des services d'intervention, on fait ce qui s'appelle du RETEX, du retour d'expérience. Et je pense que ce serait particulièrement important de pouvoir, on l'a fait en urgence, en catastrophe, des fois de manière, peut-être on a mis des nouveaux outils en place, etc. Est-ce que tout ça a été bon? Peut-être qu'on avait des outils qui sont géniaux et puis tant mieux. Peut-être qu'il y a des outils qu'on a mis en place qui ne le sont pas tant que ça. Et puis certainement qu'on a des outils qu'on a beaucoup utilisés parce qu'on était obligé de le faire. Mais est-ce que pour autant on doit rester là-dedans? Alors j'ai peut-être une vision un petit peu que pas mal d'entre vous partageront peut-être pas. Mais pour ma part, par exemple, l'aspect du télétravail, nous, on a dû faire revenir des gens qui se désocialisaient en restant à la maison. Sans vous dire que les 3/4 de nos collaborateurs ne faisaient pas de télétravail puisqu'on travaille sur des chantiers chez des clients, donc bon, il fallait qu'on se déplace. C'est difficile d'aller discuter sur un chantier par télétravail. Et je pense que le télétravail, typiquement, c'est un outil, la même chose que ces webinaires. Il y a des outils qui sont pertinents et puis qui, dans certaines situations, sont intéressants. Maintenant, si chez vous, vous devez revisser une vis pour fixer un tableau et puis que vous utilisez un marteau, ça ne marche pas vachement bien. Ça marche mieux avec un tournevis. Et je pense qu'on a découvert des nouveaux outils qui sont les webinaires, la téléconférence, le télétravail. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est l'outil et que désormais, plus personne n'ira travailler dans son… on peut déjà arrêter de louer des locaux. On n'a plus besoin de se voir. Il nous suffit d'avoir une tablette tout le temps avec nous au bout du bras pour pouvoir discuter. Et ça, je pense qu'on a des travers assez importants par rapport à ça. On se rend compte déjà aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, à mon sens, et ça, c'est certainement des erreurs. Ce serait important d'avoir un vrai retexte, de prendre le temps de faire ce retour d'expérience avec des psychologues, des psys. On sait qu'on a eu des très fortes pressions sociales sur les gens pendant cette crise. Ce serait très intéressant d'avoir une analyse réelle sur les bienfaits ou les moins faits du télétravail, de la situation, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de faire ces retours d'expérience, soit de manière globale par les services de l'État, soit pour chacune de nos organisations, de se dire où c'est qu'on a été bon et puis quels outils qu'on a mis en place, qui ont fonctionné, mais qui étaient moins bons. Et je pense que chez nous, on a eu notamment beaucoup de gens qui ont eu de la mobilité métier. C'est des gens qui étaient dans un autre domaine d'activité que la sécurité au travail, mais qu'on a formés, qui sont venus dans d'autres domaines. À ma connaissance, au HUG, la même chose. Beaucoup de gens ont été aidés, des équipes qui n'étaient pas les leurs initialement. C'était très bien. Maintenant, ces équipes, il faut évidemment qu'elles retournent dans leur vrai métier où elles sont compétentes et où on a besoin d'elles.
Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir prendre le temps de se remettre au calme, de réfléchir et puis de se dire, OK, il y a des outils qu'on a utilisés qui étaient chouettes, on les garde. Il y a des autres outils, ben, bof, ils sont moins intéressants. Merci. Merci Eric. Lolita. Alors, 2 éléments. Le premier, là, je sens plus sur l'équipe dans laquelle j'étais intégrée, c'est qu'elle a été complètement explosée. Moi, je suis restée au centre de formation, j'ai vu l'évolution et j'ai participé tout le long. Il y en a d'autres, elles se sont retrouvées isolées à la maison, sans mission attribuée, donc avec un sentiment voilà, d'inutilité, et d'autres qui ont été parachutées dans d'autres endroits de l'hôpital et elles reviennent au centre de formation et il a changé en partie, et pas tant que ça quand même, mais elles ont l'impression qu'elles ont loupé le train. Et là, c'est très, très dur. J'ai un peu envie de dire que il y en a qui essayent de mettre des petits plots sur les rails pour que le train ralentisse, juste pour pouvoir monter à bord. C'est le premier élément. Le deuxième, c'est que pour moi, l'agilité, ça veut forcément dire aussi intelligence collective, collaboration. Ça sous-entend la transparence de la communication. Mais quand on fait de la transparence, finalement, on met en visibilité son travail, on met en visibilité ses compétences ou les choses qu'on ne maîtrise pas encore. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément tous prêts à dire ouais, ça, je ne sais pas faire ou ça, j'ai besoin d'aide. Culturellement, c'est compliqué. Donc, des fois, c'est plus facile de remettre un petit peu le paravent et de se dire ouais, je dis que j'aimerais bien sortir des silos, mais finalement, quand on me donne la possibilité, je me dispute un petit peu moins quand je reste juste avec mes 2 hémisphères et que je ne viens pas me confronter aux collègues. Mais c'est un peu humain. Merci beaucoup. Donc, super intéressant. Merci Lolita. Voilà, il est 10h02, hein, donc on sait qu'avec le jeu des conférences en ligne et des rendez-vous en ligne, certains doivent passer à autre chose. L'avantage de la webconférence, peut-être pas des avantages et des avantages chez Eric, c'est que vous pouvez partir sans que ça se remarque, donc n'hésitez pas. Mais nous, on va continuer à discuter un petit peu si vous êtes d'accord. Moi j'avais une question. J'en prendrai encore, hein, c'est hyper chouette. Il y a 11 réponses qui ont été données dans le Q&A, donc merci à nos spécialistes, à nos panélistes. Et j'en prendrai encore une ou deux là, mais j'avais la question quand même de la haute gouvernance, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent lorsqu'on parle d'agilité organisationnelle. On dit oui, mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que l'autonomie qui est donnée aux équipes est souvent sur des sujets qui sont des sujets de machine à café ou de baby-foot et pas forcément sur les grands sujets stratégiques. Donc, la question de la haute gouvernance, comment est-ce que vous la gérez dans vos organisations? On a vu une question qui est passée sur les HUG notamment, avec un monde politique qui est très présent, hein, avec des changements des fois de cap qui peuvent se faire, et puis peut-être des reprises en main en fonction des politiques au pouvoir qui peuvent se faire. On a des sociétés qui sont des SA, donc qui ont des assemblées générales, qui peuvent mettre une certaine pression. On avait dernièrement les activistes chez Danone ou chez Nestlé, etc., qui disent ouais, c'est bien gentil tous vos trucs, mais il faut que le pouvoir soit repris de manière centrale, puis qu'on continue à refaire du pognon. Donc, comment est-ce que cette haute gouvernance se gère? Donc, c'est-à-dire, la haute gouvernance, je parle des grandes décisions stratégiques. Comment est-ce que vous les gérez dans vos organisations agiles, pour ceux qui sont en agilité organisationnelle? Est-ce que quelqu'un veut se positionner là-dessus ou est-ce que j'ai levé un lièvre ou un tabou? Est-ce que Manon, au niveau peut-être plus du cadre théorique, parce que tu as parlé tout à l'heure évidemment de l'agilité stratégique, hein, donc comment est-ce que toi tu vois la chose? Je dirais que c'est là qu'il y a le plus de défis, parce qu'en effet, typiquement, hier, je donnais un cours à des cadres de l'État de Fribourg. Et je me retrouve en fait face à des gens qui me disent ouais, c'est super ce que tu nous amènes, sauf qu'en fait on a le plafond en fait dessus, et puis nous on peut faire des choses dans notre cadre, mais on a toujours cette problématique dessus. Je dirais que c'est là où il y a le plus à travailler, et que en fait tu dois bien le savoir, Christophe, hein, puisque tu as amené aussi un bout de tout un travail sur la gouvernance au sein de l'OICO. Si les dirigeants ne sont pas impliqués dans ce contexte-là et n'ont pas une conscience de l'importance aussi de déléguer, d'amener la prise de décision vers le bas, c'est plus compliqué. Par contre, tous les échelons, il y a des choses possibles à faire. Et puis, je peux laisser peut-être la parole à des retours d'expérience concrets de comment vous faites face à vous dans vos contextes. Notamment, j'imagine les HUG, c'est là où il y a le plus de défis, mais peut-être aussi Romans d'énergie, qui est une grosse structure. C'est dès qu'on est grand, en fait, c'est là que ça devient plus compliqué. On parlait de flux d'informations, c'est une chose, mais il y a aussi les postures des personnes et la capacité de laisser l'autorité. Est-ce que quelqu'un veut se positionner sur ces questions-là, David?
Oui, alors préciser qu'en fait, la meilleure approche, en fait, c'est en les associant, en fait, et en discutant ensemble. Que ce soit au niveau du terrain, pour une prise de décision terrain, ou que ce soit en fait au top niveau, probablement que la solution passe par une application et un échange qu'il y a par rapport à ça. Je prends 2 exemples. Le plan stratégique des HUG, là, donc 2020-2025, il est passé plusieurs fois au conseil d'administration, dans lequel effectivement il y a le représentant du milieu politique, et donc il y a eu plusieurs éléments qui ont été intégrés par rapport à ça. Et puis par rapport à la crise, en fait, alors je ne dis pas que tout a été simple, mais en fait, ce qui était frappant, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de discussions et de liens qui sont faits avec la Direction générale de la santé, avec le Conseil d'État, où régulièrement le directeur général a été au Conseil d'État, et il y a eu des échanges très riches sur la manière effectivement de gérer la crise. Et donc on va les effets maintenant, dans le sens que là on réfléchit sur plusieurs hypothèses de sortie de crise, où là le directeur général est associé aux discussions, et on a en fait des échanges qui se font en mode participatif pour réfléchir à des initiatives nouvelles au niveau du canton. Merci beaucoup, Lolita. Alors moi, je touche évidemment moins le top que David, mais pour moi, ma posture, c'est plutôt de dire qu'est-ce que je peux faire moi dans ma zone d'influence comme exemple, entre guillemets. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est SAM. Et au bout d'un moment, ça finit par remonter, peut-être pas quand je m'y attendais, mais tout d'un coup, au détour d'un couloir, on va faire ma remarque, ah, c'est vous qui avez fait ci ou ça, etc. Et moi, je pense vraiment qu'à partir du moment où on se concentre sur qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, pour le regard, dans cette perspective-là, en fait, ça fait des petits parce que les gens, à partir du moment où finalement, vous avez des actions qui deviennent visibles, ben, c'est important, et je souligne aussi l'importance du rétex, évidemment, et c'est pour ça aussi que j'investis du temps aussi à intervenir lors des webinaires, parce que je pense que plus on sera à mener des mini-actions, ben, ça va faire des petites gouttes qui vont finalement remplir cet aquarium. Et j'ai envie de dire même au niveau des HUG, parce que je remarque de plus en plus, les gens disent oui, mais vous, HUG, c'est le gros paquebot. C'est vrai. Mais comme un collègue a dit hier, c'est un paquebot qui est capable de se transformer en plein de petits hors-bords par moment. Donc, c'est un peu des Transformers, quoi. Donc, mais concentrons-nous sur ce qu'on peut faire plutôt que de se dire à chaque fois, ouais, mais en haut, ça va coincer. OK, bah, ça passera bien un jour. Peut-être un peu naïf encore. Mais bon. Mais vous l'avez montré, vous l'avez montré que vous étiez plein de petits hors-bords. Aline, tu voulais encore acheter quelque chose? Oui, peut-être que nous, on est un petit peu moins politisés, mais je sens qu'il y a, depuis l'arrivée de notre nouveau directeur général, donc Christian Petit, il y a vraiment une volonté d'aller d'abord vers une décarbonisation de la Suisse romande, mais aussi vers la pyramide inversée, plus d'agilité. Et puis ça, il ne l'a pas fait tout seul, donc il a dû le valider avec le conseil d'administration du groupe. Et là, il y a vraiment, moi, je ressens une grande confiance de ce conseil d'administration. Et puis, nous, en étant chez Romande Énergie Service, on a notre propre conseil d'administration, puis notre directeur également fait tout ça main dans la main avec ces personnes-là. Donc, je ne sais plus si c'est David qui l'a dit, mais de les intégrer, je veux dire, c'est des professionnels comme vous et moi, quoi. Il y en a peu qui font que des conseils d'administration, donc ils ont des réalités professionnelles. Et puis, je crois qu'ils apprennent énormément. En tout cas, je suis peu en contact avec, mais du tout que voilà, après, c'est clair qu'il y a un retour, une rentabilité qui est demandée, mais aujourd'hui, ça se passe bien avec des nouvelles méthodes. Donc, ouais, je ressens une grande confiance, et puis les intégrer, c'est vraiment je pense que c'est une des clés. Merci Aline. Eleonore? Ah, tu es en mute, Eleonore. J'ai la chance d'évoluer dans une structure plus petite, donc c'est peut-être plus fluide globalement, mais c'est vrai que à partir du moment où on met vraiment le collectif au cœur et que tout le monde partage cette conviction, je veux dire que ce soit notre directeur, c'est vrai qu'il a dû lui aussi faire passer ses idées aussi auprès d'un comité qui est très impliqué aussi chez nous. Mais ensuite, on est quand même tous au service du collectif, et notre directeur, il sait très bien qu'en fait, on va prendre des meilleures décisions si on les prend ensemble avec les bonnes personnes autour de la table, et on met un peu de côté notre ego, et on se met chacun au service avec les compétences qu'on a apportées du collectif. Et ça se fait à tous les niveaux, en fait, et c'est très, très puissant. Et on n'a pas peur de se tromper parce qu'on est ensemble à enrichir une proposition, une décision, et à aller vers
quelque chose de positif pour tous. C'est très impliquant, engageant, et je pense que ça se passe à tous les niveaux. Et la direction a aussi cette humilité de ne pas penser qu'elle sait mieux que tout le monde et d'aller chercher chez les bonnes personnes des enrichissements comme ça. Merci beaucoup. C'est vrai que cette question d'intelligence collective est fondamentale. Maintenant, c'est vrai qu'en fonction de la structuration du pouvoir, il peut y avoir des retours de balancier qui sont assez difficiles à vivre par les équipes sur le terrain lorsque voilà, des choses sont faites de manière participative, puis tout d'un coup, un actionnaire ou un politique décide que non, en fait, c'est dans ce sens-là qu'on va. Et évidemment, ça peut être relativement destructeur parce que lorsque vous avez engagé tout le monde à participer à faire de l'entreprise leur entreprise, et puis qu'il y a un retour, c'est presque pire qu'avant, évidemment. Même c'est pire qu'avant, ça, c'est une certitude. Voilà, j'avais une dernière question à vous poser, c'est le lien entre agilité et puis durabilité, parce qu'il a été évoqué par Aline tout à l'heure. On a vécu un dimanche noir, une politique en Suisse, avec des votations qui n'allaient pas vraiment dans le sens de la durabilité, où finalement, on se rend compte que pour qu'une organisation prenne la bonne direction, que ce soit un pays ou une société, il faut soit un leadership assez fort. Et puis là, on a en l'occurrence un collectif qui est Population Suisse qui a décidé d'un retour en arrière par rapport à la politique climatique. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, dans vos organisations? Enfin, le fait qu'à un moment donné, je crois que vous êtes toutes des organisations qui essayent de tendre vers la durabilité. Quel est l'impact de l'agilité dans cette direction? Est-ce que c'est quelque chose qui a tendance, finalement, vu qu'on veut faire participer les gens, à freiner, à ancrer, ou bien est-ce que c'est justement un catalyseur de durabilité dans les organisations? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre ça, c'est une question un petit peu complexe, mais Eric? Pour ma part, je pense que si l'agilité, c'est que tout un chacun puisse participer, je pense que les choses, elles se font avec du temps. Donc, c'est des choses qui se préparent depuis longtemps, hein. Chez Ecoservice, ça fait 21 ans qu'on travaille à 80%, par exemple. Aujourd'hui, on commence à voir que ça commence un petit peu à faire des petits dans des nouvelles structures, mais pendant 20 ans, il n'y a pas grand-chose qui a bougé, et pour beaucoup d'autres domaines d'efforts chez nous. Je pense que l'agilité, elle va permettre de pouvoir éduquer, appuyer, donner des réseaux de communication au sein de nos équipes. Je pense notamment que les aspects loi de CO2, par exemple, ou autres votations de ce week-end, on se rend compte qu'au début, les gens sont plutôt pour, et qu'au fur et à mesure que ça avance, ça redescend vers du contre, parce qu'on vient vous parler que ça va vous coûter beaucoup trop cher en essence, etc. Et puis que c'est vos sentiments individuels qui reprennent le dessus. Et après, on dit que les gens votent pour leur porte-monnaie. Je ne sais pas, en tout cas, les gens votent avec leur aperçu personnel de la situation, mais souvent aussi parce qu'on est relativement mal informé. Je traverse un village tous les jours pour aller au travail où il y a une grande banderole oui aux initiatives pesticides, et puis vous faites 2 mètres, et puis il y a 5 banderoles non. C'est quoi la voix des paysans? C'est oui, c'est non. S'il suffit que j'aie un copain qui soit paysan avec qui je vais boire des verres qui me dit que c'est non, je voterai non, alors qu'à l'origine, j'aurais peut-être fait autrement. Donc, je pense que cette agilité, c'est aussi de dire tout le monde est maître d'une certaine autonomie. Je doute qu'on puisse tout mettre, que tout le monde puisse être directeur à la place du directeur, ou conseiller d'État à la place du conseiller d'État. Par contre, on doit avoir un cadre de travail qui est clair et être agile au sein de ce cadre de travail qui nous est donné. Et ça, je pense que de responsabiliser nos collaborateurs, ça leur permet aussi de pouvoir mieux appréhender ces situations. Et je pense que sur du long terme, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, sur du long terme, ça permet aussi de pouvoir non plus communiquer vers la population, mais laisser de l'autonomie à notre population. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un va encore se positionner sur cette question du lien entre agilité et durabilité? Si ce n'est pas le cas, il est 10h14, on doit malheureusement conclure. C'était vraiment un super moment qu'on a passé, en tout cas que j'ai passé avec vous. J'espère que le sentiment est partagé. En tout cas, je remercie la Fabrique de l'Agilité, Aline et Manon, Marie de l'OECO qui a aussi organisé avec Audrey tout ça. Je remercie surtout les panélistes. Vous avez été vraiment brillants, vous avez inspiré. On repart avec plein d'idées à mettre en place dans nos organisations. Évidemment, c'était le but. Et puis, je vous souhaite un bel été, de bien vous porter, et puis surtout à tout bientôt pour de nouveaux événements de la Fabrique de l'Agilité, parce que je crois qu'il y a plein d'idées et on se réjouit de les découvrir. Voilà. À tout bientôt tout le monde. Un tout grand merci de votre participation. Et puis, portez-vous une nouvelle fois bien. Bel été, profitez du soleil. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt.
What I'm about to say